Dans l'écriture de Ce cœur changeant, j'ai passé 6 mois à aller tous les jours à la Bibliothèque historique de Paris et j'en garde un souvenir extatique. J'avais l'impression que tout était possible, que j'allais tout trouver et d'ailleurs je trouvais tout. Et je sais pas, à un moment je me suis dit j'aimerais bien lire des journaux de puéricultrices datant de 1910. Eh bien il y avait des journaux de puéricultrices datant de 1910. C'était un enchantement. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la Bibliothèque publique d'information. La BPI est désormais installée dans le bâtiment Lumière à Paris, au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement, le temps des travaux qui se dérouleront pendant 5 ans au Centre Pompidou. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la BPI. Aujourd'hui, je rencontre Agnès de Sarthe, qui sera l'invitée du festival Effraction de la BPI du 18 au 22 février 2026 à la Gaîté Lyrique pour son roman Qui se ressemble, paru chez Buchet-Chastel dans la collection La Résonante. Romancière, lauréate du prix du livre inter, du prix Renaudot des lycéens, autrice d'essais, de livres pour la jeunesse et de traductions, Agnès de Sarthe revient avec un roman en forme de mosaïque dont la chronologie éclate pour jouer au puzzle d'une mémoire familiale dispersée entre la Libye, l'Algérie et la France. Dans une écriture qui mêle les jeux de piste, l'humour, la mélancolie, l'observation enfantine ultra-lucide et la musique, Agnès de Sarthe explore la figure d'un père arrivé en France avec des bottes de 7 lieues mais pieds nus, et celle d'une grand-mère aux allures de diva égyptienne. Un livre autobiographique qui contient 1000 histoires fictives ou non sur l'exil, les malentendus de la langue et la quête d'identité. Par Effraction. Je retrouve Agnès de Sarthe à la sortie du métro Cours Saint-Émilion pour l'emmener dans un lieu qui, comme le roman, est une machine à remonter le temps, la Bibliothèque publique d'information. Bonjour Agnès de Sarthe. Bonjour Lorraine Malka. Vous allez bien ? Ouais, ça va et vous ? Très bien. Ok. Je vais vous emmener au bâtiment Lumière, Oui. à la BPI. Et comme la bibliothèque n'ouvre que dans 2 heures, il est 10 heures du matin, vous allez avoir toute la bibliothèque pour vous. Elle sera fermée. Ça vous effraie ou ça vous amuse ? Non, j'adore être enfermée dans l'école quand la maîtresse n'est pas là ou ce genre de truc. Non, ça me plaît, c'est bien. C'est très excitant. On y va. On va parler de votre nouveau roman Qui se ressemble. Mais avant, on va faire quelque chose que vous aimez bien. On va remonter le temps. Ouais. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai appris à lire » en 2013, dans lequel vous racontez que les livres et vous, c'est une histoire qui a mal commencé. Est-ce que c'est pareil pour la bibliothèque ? Est-ce que c'était un lieu à fuir pour vous à l'époque ? Non, pas particulièrement, parce que c'était un lieu qui n'existait pas. Quand on fuit quelque chose, c'est que cette chose existe et vous effraie. Je crois que j'avais pas conscience que c'était un lieu où on pouvait aller. Mais je pense que si on avait pu y aller, j'y serais pas allée. J'aimais trop peu les livres pour ça. On n'avait pas de pratique de la bibliothèque parce qu'on achetait les livres. Et on avait des livres, on avait plein de livres dans notre maison. Et maintenant que j'y pense, je me dis que c'est peut-être parce que mon père comme ma mère n'avaient pas de livres chez eux, ont beaucoup fréquenté les bibliothèques, qui les ont sauvés, je crois. Mais une fois qu'ils ont eu les moyens de s'acheter des livres, ça a été irrésistible, quoi. Ça a été enfin, on va pouvoir avoir des livres à nous. Donc il y avait beaucoup de livres chez moi. Et je crois que déjà, encourager la petite fille que j'étais à lire, c'était tellement fatigant que l'emmener à la bibliothèque, alors ça aurait été... il aurait fallu la traîner par les cheveux. Je crois que personne n'avait envie de faire ça. Vous détestiez ça à ce point ? Je disais que je détestais ça. C'était important pour moi de le dire. C'était ce qu'on appelle maintenant une posture, je crois. C'était juste que j'aimais pas trop les livres qu'on voulait que je lise. Moi, je voulais lire toujours des contes de fées. C'était ça ma pratique de la lecture, mais j'avais l'impression, et on me donnait l'impression que ça, c'était pas lire. Ça, c'était juste être un bébé. Donc c'était, mais c'est maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est non seulement une pratique qui était une pratique de la lecture, mais une pratique qui m'a formée en tant qu'écrivain. Donc une pratique tout à fait importante et fondatrice. Et aujourd'hui, quel est votre rapport à la bibliothèque ? Il est distendu. Il est arrivé que ce soit un endroit ponctuellement très important. Par exemple, dans l'écriture de Ce cœur changeant, j'ai passé 6 mois à aller tous les jours à la Bibliothèque historique de Paris et j'en garde un souvenir extatique.
parce j'avais l'impression que tout était possible, que j'allais tout trouver. Et d'ailleurs, je trouvais tout. Et je sais pas, à un moment, je me suis dit, j'aimerais bien lire des journaux de puéricultrices datant de 1910. Eh bien, il y avait des journaux de puéricultrices datant de 1910. Et c'était un enchantement. Donc, je me suis promenée dans toutes les propositions de cette bibliothèque autour d'un thème qui était précis, qui était la petite enfance, et puis Paris et les années 10. Et puis après, la bibliothèque, c'était aussi, dans ma vie, ça a beaucoup été l'endroit où j'allais pour travailler quand j'étais étudiante. Et je me souviens du geste qui est peut-être plus du tout le même, qui consistait à c'était à la bibliothèque Sainte-Geneviève, on ouvrait un tiroir. Il y avait des petits cartons, on cherchait le titre qu'on voulait, on notait la cote, il y avait un petit point de couleur à côté, on notait la cote sur une fiche, on allait porter cette fiche à quelqu'un et on allait s'asseoir et quelqu'un vous apportait le livre comme une commande de restaurant. Et j'aimais tout ça, j'aimais le carton, j'aimais le tiroir. Là, vous êtes en plein enregistrement. Oui, on fait notre podcast. D'accord, ok. Merci. Alors, dans votre nouveau roman, Qui se ressemble, qui paraît ce mois-ci, on retrouve la petite fille qu'on a déjà rencontrée dans Comment j'ai appris à lire. Mais cette fois, vous remontez le temps, comme vous aimez le faire dans plusieurs de vos livres, en allant recomposer la mémoire familiale. Et en même temps, ce n'est pas une enquête historique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, c'est une fiction ? C'est faire ce que seuls permettent la littérature et les rêves, c'est-à-dire superposer les époques, être à la fois maintenant et dans le passé. Donc il n'y a pas d'enquête effectivement parce que je travaille qu'à partir de souvenirs qui sont des souvenirs lacunaires, parce que tout souvenir est lacunaire. Il y a certains espaces que je remplis avec de l'imagination, d'autres que je remplis de façon logique. Je me dis, tiens, il manque un bout là, comme on le ferait dans un dessin. Ben là, ça doit être une ligne brisée, ou là, ça doit être... Donc, voilà, travailler à partir des souvenirs et aussi se donner la possibilité de rendre visite aux souvenirs, mais en étant la personne qu'on est devenue des années plus tard. Vous travaillez à partir de vos souvenirs. Moi, je remarque que vous travaillez surtout à partir des souvenirs qui persistent. Par exemple, le souvenir de cette petite fille que vous êtes et qui apprend un jour en octobre 1973 qu'il y a une guerre entre les Arabes et les Juifs. Mais pour elle, Arabes et Juifs, c'est la même chose. En fait, ces phrases-là, ce sont les phrases qui ont donné naissance au livre et qui sont des phrases qui sont sorties presque malgré moi. C'est-à-dire, ce dialogue, c'est la guerre. Question de l'enfant, réponse des parents, oui, c'est la guerre. Et l'enfant dit, avec les nazis. Parce que pour moi, les méchants, parce qu'on était beaucoup dans des trucs de méchants et de gentils quand j'étais petite. Encore maintenant, mais c'est différent. Les grands méchants, les affreux, c'était les nazis, c'est-à-dire ceux qui avaient, entre autres, assassiné mon propre grand-père. Et donc, quand on me répond, vraiment en haussant les épaules, mais non, c'est pas les nazis, c'est les Arabes. Je comprends pas parce que pour moi, les Arabes, c'est nous. Parce que dans cette maison, la maison où on est justement en train de fêter Kippour, les échanges se font en arabe. Et donc je me dis, les gens qui parlent cette langue, comme on dit, les gens qui parlent français, c'est les Français. Donc les gens qui parlent arabe, c'est les Arabes. Donc puisque mon tonton et mon papa et ma grand-mère, ils parlent arabe, c'est des Arabes. Je pars de ce constat quand j'écris ce souvenir. Donc on est le jour de Kippour 1973 et j'ai 7 ans et demi. Je veux pas importer dans le souvenir des choses qui viennent de maintenant. Je veux être aussi enfant qu'elle enfant. Je veux pas avoir un coup d'avance sur elle. Donc j'enfile ces petits souliers et j'essaye de comprendre comment elle comprenait. Et donc ce constat, je le remets pas en question. C'est le matériau qui est considéré comme exact. Et à partir de là, beaucoup de questions se posent.
C'est un livre qui est construit d'une manière très singulière, un peu comme la mémoire. On suit cette petite fille à qui vous rendez visite, à qui vous parlez même, vous, Agnès de Sarthe, écrivaine aujourd'hui. Et on suit la trajectoire du père, de votre père, qui arrive à Besançon en 1956 pour conquérir son avenir, mais il se fait voler ses chaussures dès le 2e jour. C'est un peu tragicomique. Mais au-delà de l'anecdote, est-ce que cette scène raconte aussi une fragilité de l'exil, où on est à la fois un héros et en même temps un homme aux pieds nus? Oui, c'est exactement ça. C'était très économique comme scène finalement. À la fois, il y avait ces chaussures qui étaient pas des chaussures ordinaires, c'était des chaussures italiennes, bien cirées, sans doute qui avaient un certain prix et qui ont été emportées en voyage pour être élégants quand on arrive en France, quand on vient d'Algérie et qu'on veut devenir un étudiant. Et c'est ça, c'est exactement ça. Le paradoxe, c'est aller à la conquête de la nouveauté, de cette France qui a été tellement fantasmée. Et on y arrive. Et là, la première chose qui se passe, c'est que ces fameuses chaussures qui ont été achetées puis cirées, elles disparaissent. Et oui, c'est la fragilité et aussi la désignation qui vous lâche pas en fait quand vous êtes un exilé, que même si les gens vous regardent pas spécialement de travers, ils vous regardent de travers dans votre tête et ça s'en va jamais. Ça vous colle aux souliers justement. Donc ces allers-retours dont on parlait entre le passé et le présent donnent l'impression d'un lien très fort entre le passé et l'avenir. Est-ce que c'est une façon pour vous de nous parler de ce qui vous hante le plus aujourd'hui dans notre actualité, mais en ne parlant jamais de cette actualité? Oui, c'est ça, parce que aussi j'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre. Il est né d'une commande. Mais souvent chez moi, c'est les commandes qui déclenchent les livres les plus personnels ou les plus intimes. Ça, c'est assez étrange, mais il y a sûrement une explication. Donc là, c'était la commande, elle était très ouverte. C'était une musique déclenche un récit. Il y a une musique qui a pris possession presque de moi. Je n'y pensais jamais à cette musique en fait. J'y pensais plus. Je la connais très bien, mais j'y pensais pas. Et quand j'ai commencé à réfléchir au livre, j'avais un jukebox qui était en route et qui me passait plein d'air, mais pas celui-là. Et il a surgi. Et une fois qu'il avait surgi, je pouvais pas l'éviter. C'était lui et aucun autre. Et le récit, j'avais pas prévu de le faire non plus. Mais une fois que cette musique était allée me chercher, je pouvais pas faire autrement que de raconter cette histoire. Et c'était pour moi une douleur. Et quand on me demandait pendant cette année-là, qu'est-ce que tu fais? Je disais, oh, je fais ce livre impossible. Et je l'appelais le livre impossible, le livre horrible, le livre... Et en fait, c'est la petite fille qui m'a sortie d'affaire. C'est-à-dire que elle, avec son regard placide, qui s'en fout un peu des histoires des grands, en fait. Ça dédramatisait beaucoup de choses. Et je crois que ça m'a aidée à prendre la parole après une année entière à me taire, parce que dans cette année qui a suivi le 7 octobre et le massacre qui a eu lieu et tout ce qui s'en est suivi, tout le monde était passionné et en fait c'était cette passion qui moi m'horrifiait. Donc cette petite fille est venue me sortir de cette ornière et m'a dit viens, on n'a qu'à en parler ensemble. Donc voilà comment ce dispositif s'est mis en place. On va revenir à la musique et pour ça, on va aller au rayon musique. Oui. La musique est très importante dans plusieurs de vos livres et dans celui-ci en particulier. Là, la musique prend le visage de la chanteuse Kalsoum qui plane sur tout le roman et qui ressemble beaucoup à votre grand-mère. Pourquoi la voix de cette chanteuse porte si fort dans votre roman? C'est d'elle que tout est parti. Alors que je l'attendais pas, alors que je l'écoute. Ça fait très longtemps que je l'avais pas écouté, mais je l'ai tellement entendu. C'était comme si c'était la bande originale de mon enfance. Quand elle m'est revenue en mémoire et que je l'ai réécoutée, c'était très fort, c'était intact. Je connaissais tout par cœur, les paroles en arabe que je parle pas, mais que je peux chanter. Que parlait votre grand-mère? Que parlait ma grand-mère. Elle parlait pas cet arabe-là, mais elle en parlait un. Donc oui, chaque respiration, chaque improvisation instrumentale, je connais tout par cœur. Et donc cette musique est revenue, elle est revenue pour me parler
de cette appartenance à une culture. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on considère qu'une culture est la nôtre, mais que cette culture ne veut pas de vous? Qu'est-ce qui reste? Alors il reste, on peut par exemple en faire des livres. Alors on arrive au moment des indices. Vous avez choisi 3 œuvres que vous allez faire deviner aux auditeurs et auditrices. Là, on est au rayon musique et la première œuvre est ici. C'est déjà un premier indice. On a un peu vendu la mèche, hein. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un objet carré qui contient une chanson qui ne dure pas 3 minutes. Il faut deviner le titre pour que ce soit un peu plus corsé. Alors le titre, on peut le deviner, hein, il est écrit de droite à gauche. Voilà, dans une langue où on écrit de droite à gauche. Alors pour la deuxième œuvre, on va au rayon littérature française. Oui. Ça va être des mots un peu jetés en tous sens. Enfance, sauvagerie, 13e arrondissement, c'est tout. Et pour la troisième œuvre, on va au rayon littérature étrangère. Troisième indice. Alors, il s'agit toujours d'une langue qui s'écrit de droite à gauche. Dans cette langue, le prénom de l'héroïne, c'est le nom du livre aussi, est presque un nom de fleur. Agnès de Sarthe, quel est le premier livre dont vous avez choisi de nous parler? C'est un livre qui s'appelle Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort, un très très grand écrivain, très facétieuse, qui a une écriture incroyable et une liberté folle, qui a été très très connue tout de suite dès son premier roman, sur un malentendu comme on dit maintenant, et puis qui a été vraiment très très bien oublié, presque un acharnement à l'oubli je trouve. C'est une image pour moi, un témoignage de ce que le néo-puritanisme actuel peut faire à la littérature. Donc j'ai eu envie d'aller la ressortir de ce purgatoire qui lui va pas du tout. Je vais en lire un petit bout, je vais lire le début. Alors c'est dans l'édition qu'on a trouvée ici à la BPI, ça se situe à la page 211. Je suis née des allocations et d'un jour férié dont la matinée s'étirait, bien heureuse, au son de « Je t'aime, tu m'aimes », joué à la trompette douce. C'était le début de l'hiver, il faisait bon dans le lit, rien ne pressait. À la mi-juillet, mes parents se présentèrent à l'hôpital. Ma mère avait les douleurs. On l'examina et on lui dit que ce n'était pas encore le moment. Ma mère insista qu'elle avait les douleurs. Il s'en fallait de 15 bons jours, dit l'infirmière, qu'elle resserre sa gaine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déclarer tout de même la naissance maintenant ? Demanda mon père. Et on déclarerait quoi ? Dit l'infirmière. Une fille, un garçon ou un veau ? Nous fûmes renvoyés sèchement. Zut, dit mon père. C'est pas de veine. À 15 jours, on loupe la prime. Il regarda le ventre de sa femme avec rancœur. On n'y pouvait rien. On rentrait en métro. Il y avait des balles, mais on ne pouvait pas danser. Alors ce livre, on peut dire qu'il a compté dans l'écriture de qui se ressemble parce qu'il y a un rapport aux enfants qui est un rapport pas du tout vertical. Au sens où le regard qui est porté sur l'enfant, c'est pas un regard de l'adulte qui est teinté de nostalgie. Là, on est dans l'enfance à l'état brut. Cette précision du regard de l'enfant, c'est quelque chose que je recherche et qui était particulièrement utile pour ce livre que j'ai écrit parce que je voulais pas déformer la vision de la petite fille. Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort, l'édition que vous avez entre les mains réunit toute l'œuvre romanesque de cette autrice chez Grasset, c'est paru en 2004. Quelle est la deuxième œuvre dont vous avez choisi de nous parler ? La deuxième œuvre, c'est Shosha de Isaac Bashevis Singer. Je l'ai choisi parce que c'est le premier livre, je crois, que j'ai lu où j'ai senti l'autorisation à la fois de lire et d'écrire. Je m'explique, parce que c'est peut-être pas très clair. La difficulté que j'éprouvais avec les livres qu'on devait lire à l'école ou qu'on devait lire en général, les classiques qui constituent le socle commun de la culture française, je m'en sentais complètement exclue. J'arrivais pas du tout à lire Marcel Pagnol, par exemple. C'était très, très difficile à lire. Ou Balzac. Flaubert, épouvantable à lire, très dur. Et quand j'ai cherché à comprendre pourquoi c'était si difficile, c'est parce que c'était comme si on me parlait de choses pour lesquelles je n'avais aucun repère sensible. C'était très, très abstrait. Par exemple, les histoires d'héritage, les histoires de maisons de famille,
Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ces trucs? Pourquoi c'était si important? Je crois que venant d'un monde où il y avait rien, au sens, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de transmission d'argent, il n'y avait pas d'héritage, il y avait tout avait toujours été épuisé, volé, disparu. J'avais une sorte de réaction allergique, je crois, à ce monde dont je me disais que je ne comprenais pas le fonctionnement. Ce qu'il y a, mais en même temps, j'étais née en France et je parlais français et j'avais envie d'écrire, mais alors de quoi je pouvais bien parler? De quoi parler? Puisque je ne pouvais pas parler de la chose qui semblait être si importante pour tout le monde, les maisons, l'héritage, le souvenir, le terroir. Et puis j'ai lu Chauchat de Isaac Bashevis Singer et là, tout était tellement familier. Je me disais, ça existe de la littérature où je retrouve mes sensations, où tout ce que j'ai vécu, où tout ce qui m'entoure n'est pas complètement absurde et isolé. Ça me reliait à un terroir, et qui était un terroir en plus, étrangement, qui n'était pas excluant de mon autre famille, puisque comme je suis issue d'un mariage mixte, culturellement, puisqu'il y a d'un côté, du côté de la mère, c'est la Russie, et du côté du père, c'est la Libye. Il y avait quelque chose qui était commun aux deux cultures et qui était présent dans ce livre. C'était la magie, le surnaturel, le fait qu'on côtoie, que les morts sont là, la présence du fantôme, la présence des malédictions, des bénédictions. Tout ça, je me dis, mais ça, c'est un terroir. Alors, c'est peut-être un terroir abstrait, mais c'est un terroir. Ça fonctionne comme terroir. Et à partir de cette lecture-là, parce que j'étais rassurée par le fait qu'il y avait un endroit, fût-il uniquement littéraire ou abstrait, dans lequel je pouvais me rendre, auquel je pouvais m'identifier. À partir de là, tous les territoires ont été abordables. Et après, j'ai pu lire avec passion Balzac, Pagnol, Flaubert, quelle merveille, mais aussi Kawabata. C'était tout le grand exotisme merveilleux de la littérature qui vous présente l'autre, où c'est merveilleux que l'autre existe et où la question de savoir qui on est complètement dissoute. Et donc c'était ce passage-là, c'était arrêter de se chercher en vain dans les livres. Mon identité est là, c'est bon, j'ai lu Chauchat, je referme le livre et maintenant je m'intéresse enfin au reste du monde. Ça, c'était une grande libération. Chauchat de Isaac Bashevis Singer, donc c'est traduit de l'anglais par Jacqueline Schnéour et Marie-Pierre Bay. C'est paru chez Stock en 2007 dans la collection Cosmopolite. Quelle est la troisième œuvre dont vous voulez nous parler? Alors c'est un disque cette fois, c'est Enta Umri de Kalsoum. La pochette, j'espérais retrouver la pochette vert. C'était un vert tellement riche de souvenirs, un verre amande, un verre gourmand, avec un médaillon au milieu. Et ça, c'était le disque de mon enfance. Et c'était un disque qu'on écoutait beaucoup, que mon père écoutait beaucoup quand on était enfant. Il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a la voix Kalsoum, que je comprends pas en vérité. C'est impossible d'avoir une voix si continue, si stable, si solide et en même temps si agile. C'est une diva comme j'en connais pas d'autres. Donc il y a sa voix, il y a la musique, il y a les rythmes qui sont ancrés en moi de manière si précise, si forte. Et puis il y a l'expérience aussi, c'est lié toujours à l'expérience de la traduction. C'est-à-dire que c'est le souvenir de mon père qui est bouleversé en écoutant cette musique. Parfois, il a presque des larmes aux yeux et il nous dit « Mais oh là là, c'est si beau, je vais vous traduire. » Et il traduisait. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il s'est beaucoup répété. C'est un peu comme à l'opéra, où on dit oh idol mio, idol mio, idol mio, idol mio. Ben là, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a dit mon amour, on a traduit les trois quarts du livret. Bon, là, c'était un peu pareil. Et les paroles, nous, on trouvait ça vraiment pas terrible. Hein. C'était pareil, des trucs d'amour, quoi. Ça n'intéresse pas les enfants, les trucs d'amour, tellement. Et en même temps, on voyait qu'il se passait quelque chose. Et de là, je crois, est née chez moi une curiosité pour la traduction. L'idée qu'il y a quelque chose qui est retenu dans la langue d'origine et qui n'arrive pas tout à fait entier dans la langue d'arrivée. Ce trajet-là que essayait de faire mon père,
pour aller de l'arabe au français. Il manquait quelque chose. Je me dis, mais c'est quoi qui manque? Comment ça se fait? Je vois bien qu'il manque un maillon, il manque quelque chose. Et ça a, je crois, révélé une vocation qui était celle de mon autre métier, qui est la traduction. L'album Enta Omri de Kalsoum, donc c'est un vinyle édité par Souma Records en 2019. Merci Agnès de Sarthe. Merci Lorraine Malka. C'était Par Effraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Agnès de Sarthe d'avoir inauguré la saison 2 de ce podcast. Elle sera aussi l'invitée du festival Effraction de la BPI qui, pour sa 7e édition, se tiendra à la Gaîté Lyrique du 18 au 22 février 2026. Vous pouvez découvrir le nouveau roman d'Agnès de Sarthe, Qui se ressemble, paru chez Bûcher-Chastel, en bibliothèque et en librairie. Pour écouter les épisodes de notre saison 1 consacrée à Ramsès Kefi, Sephora Pondy, Anthony Passeron, Chloé Corman, Alice Zeniter, Blandine Rinkel, Juliette Drouard, Mathieu Palin, Raphaël Meltz et Rim Batal, rendez-vous sur le site de la BPI, de son magazine Balise et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt!